dans les collines verdoyantes du Perche, où les châteaux oubliés veillent sur des secrets millénaires, un homme a choisi de lever le voile sur une partie de son existence que l'on chuchotait depuis des années. Stéphane Bern, figure emblématique des ondes et des écrans français, a franchi le seuil de sa demeure ancestrale un après-midi d'automne pour accorder une interview exclusive. À 61 ans, l'animateur, journaliste et historien royaliste par excellence, a décidé de rompre avec une discrétion qui confinait au mystère. Ce n'est pas une simple confidence, c'est une révélation qui éclaire d'un jour nouveau sa trajectoire, ses passions et les ombres qui planaient sur sa vie privée. Depuis Lyon, où il vit le jour le 14 novembre 1963, jusqu'au salon feutré de l'Élysée, son parcours a été un roman en soi, tissé de gloire et de silence. Aujourd'hui, face à une tasse de thé fumante et un feu crépitant dans l'âtre, il avoue ce que tant de regards complices soupçonnaient, une vérité intime, enfouie sous des couches de professionnalisme impeccable. Cette confession n'est pas un scandale, elle est une libération, un acte de vérité qui invite à repenser l'homme derrière l'icône. Et si cette franchise tardive ouvrait la porte à une ère de transparence pour d'autres? C'est par là que commence notre récit, au cœur d'une conversation qui a duré des heures, entre souvenirs émus et analyses sereines. L'enfance de Stéphane Bern à Lyon n'était pas celle d'un prince en exil, mais d'un garçon curieux piégé entre les murs d'un appartement bourgeois et les vastes horizons de l'imaginaire historique. Né dans une famille où la culture était une religion laïque, il grandit entouré de livres jaunis et de récits familiaux qui sentaient le passé. Son père, ingénieur aux traits sévères, incarnait la rigueur rhône-alpine, tandis que sa mère, pianiste amateur, insufflait une douceur mélodique à ses journées rythmées par les cloches de la basilique de Fourvière. Dès ses premières années, Stéphane se réfugie dans les chroniques royales, dévorant les biographies d'Henri IV ou de Marie-Antoinette, comme d'autres lisent des bandes dessinées. Ce n'est pas un hasard si, à l'âge de 10 ans, il organise déjà des audiences fictives avec ses camarades d'école, distribuant des rôles de courtisans dans la cour de récréation. Pourtant, sous cette effervescence intellectuelle, se dessine une sensibilité plus profonde, une quête d'identité qui le pousse à observer le monde avec une acuité presque douloureuse. Les rues pavées de la presqu'île, avec leurs traboules sombres et leurs bouchons animés, deviennent son premier théâtre. Il y flâne, absorbant les échos des conversations ouvrières et les parfums de quenelles frites, apprenant à naviguer entre les apparences et les vérités cachées. Lyon m'a appris la discrétion, confie-t-il d'une voix posée, les yeux fixés sur une photo sépia de sa mère, accrochée au mur de son salon percheron. Cette phrase, prononcée sans emphase, révèle une leçon précoce. Dans une ville de souailles et de secrets, on apprend à taire ce qui pourrait blesser. Les analyses des biographes ultérieurs soulignent comment cette enfance a forgé un homme à la fois extraverti à l'écran et introspectif en privé, un paradoxe qui expliquera plus tard ses choix de vie. À l'adolescence, alors que les hormones et les questionnements identitaires agitent ses pairs, Stéphane se tourne vers le théâtre scolaire, où il excelle dans des rôles de monarque tourmenté. C'est là, sur les planches improvisées d'un lycée lyonnais, qu'il goûte pour la première fois au pouvoir des mots pour masquer les failles intimes. Les rires complices de ses amis masquent déjà les doutes qui le rongent. Une attirance pour les garçons qui, dans les années 1970, reste un tabou familial non prononcé.
Cette période formative n'est pas exempte de tensions. Les dîners dominicaux, où l'on débat de politique avec une ferveur gaulliste, voient Stéphane défendre ardemment les causes perdues de l'Ancien Régime, provoquant des éclats de rire bienveillants de son père. Mais derrière ces joutes verbales, il y a une solitude naissante, celle d'un jeune homme qui sent son orientation sexuelle comme un secret trop lourd pour les confidences adolescentes. Des promenades solitaires le long de la Saône deviennent des moments de réflexion, où il s'interroge sur le poids des héritages. Les historiens de la culture notent que cette dualité, passion pour l'histoire publique et réserve sur le privé, préfigure sa carrière. Un conteur de gloire collective qui protège jalousement son propre récit. À 16 ans, un voyage scolaire à Versailles scelle son destin. Devant les ors fanés du château, il ressent un appel viscéral, une vocation à ressusciter les fantômes du passé. Rentré à Lyon, il écume les bibliothèques municipales, compilant des notes fiévreuses sur les amours contrariés des rois. C'est dans ces pages noircies d'encre que germe la première ombre de son silence. Une identification secrète avec ces figures royales dont les désirs défiaient les conventions. Ainsi s'achève cette première étape, un terreau fertile où se mêlent admiration et dissimulation, préparant le terrain pour les audaces parisiennes à venir. À 18 ans, Lyon semble trop étroite pour l'ambition de Stéphane Bern. Il pose ses valises dans la capitale, attiré par le mirage des studios de radio et les promesses d'une ville qui dévore ses talents. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, l'accueille comme un amant exigeant. Inscrit à l'Institut d'études politiques, il jongle entre amphithéâtres bondés et auditions impromptues, sa voix déjà modulée pour charmer les micros. Sa première apparition à la radio, sur une petite station périphérique, est un coup de maître, une émission nocturne sur les mystères de la cour des miracles captive les insomniaques. J'ai compris ce soir-là que les mots pouvaient guérir les solitudes, murmure-t-il aujourd'hui, un sourire nostalgique aux lèvres, en feuilletant un vieil agenda rempli de rendez-vous ratés. L'ascension est fulgurante, mais semée d'embûches. Dans les couloirs feutrés de France Inter, où il intègre l'équipe en 1986, il affronte les rivalités des anciens. Sa spécialité en histoire royale, qu'il traite avec une érudition accessible, séduit les auditeurs, mais irrite les puristes. Des chroniques sur les liaisons scandaleuses de Louis XV deviennent des rendez-vous incontournables, analysés par les critiques comme un mélange savoureux de gossip et de pédagogie. Pourtant, cette période marque aussi les premiers craquellements de son armure personnelle. Paris, ville des amours fugaces, lui offre des rencontres éphémères dans les bars discrets du Marais, mais il choisit la prudence, craignant que la notoriété naissante n'expose ses vulnérabilités. Une relation naissante avec un étudiant en art, vite écourtée par la peur du scandale, le confronte à la réalité. Dans les années 1980, l'homosexualité reste un terrain miné, même pour un intellectuel en herbe. Ses émissions télévisées, lancées sur Antenne 2 en 1990 avec l'Hebdo des héros, propulsent sa carrière vers les sommets. Devant la caméra, il est impérial, déambulant dans les jardins de Trianon, avec l'aisance d'un hôte de maison. Les téléspectateurs, fascinés par son élégance british et son accent chantant, le surnomment le prince des ondes. Mais cette visibilité accrue amplifie les soupçons. Des articles People, d'abord anodins, commencent à spéculer sur sa vie privée, évoquant une solitude choisie qui sonne comme un euphémisme. Stéphane répond par le silence,
canalisant son énergie dans des projets ambitieux, la restauration de châteaux en péril, qu'il défend avec acharnement via sa fondation, devient une métaphore de sa propre existence. Redonner vie à des ruines sans jamais exposer les fissures intimes. Des experts en médias soulignent comment cette stratégie de diversion, mêlée engagement civique et divertissement historique, a permis à Byrne de naviguer les eaux troubles de la célébrité sans naufrage. À 30 ans, il est déjà une institution, mais au prix d'une vigilance constante. Une soirée mondaine au Louvre, où il croise des figures du show business ouvertement gays, le pousse à une réflexion profonde. « Pourquoi pas moi ?» se demande-t-il dans la solitude de son appartement haussmannien. Cette interrogation, restée lettre morte pendant des décennies, prépare le terrain pour les révélations ultérieures. Ainsi, l'ascension parisienne n'est pas qu'une conquête professionnelle. C'est un apprentissage de l'équilibre précaire entre lumière publique et ténèbres privées. C'est au cœur du Perche, cette région de bocages et de forêts centenaires, que Stéphane Bern trouve enfin un ancrage. En 2000, il acquiert une demeure du XVIIe siècle, un manoir aux murs couverts de lierre où les échos du passé se mêlent aux chants des oiseaux. Ce choix n'est pas anodin. Loin du tumulte parisien, le Perche offre un cocon propice à la réflexion, un espace où l'on peut être soi sans le regard des paparazzi. Les matinées sont rythmées par des promenades à cheval, où il médite sur les chapitres inachevés de sa vie. Ici, les pierres murmurent des vérités que la ville étouffe, dit-il en désignant une cheminée ornée de blasons effacés, vestiges d'une noblesse déchue. C'est dans ce havre qu'émerge la figure de Lionel, son compagnon depuis plus de 20 ans. Leur rencontre, lors d'une exposition sur les arts décoratifs à Paris, est un coup de foudre discret, un regard échangé devant une tapisserie flamande, suivi de conversations nocturnes sur les subtilités de l'histoire. Lionel, conservateur de musée aux manières posées, apporte à Stéphane une stabilité que les spotlights ne pouvaient offrir. Ensemble, ils restaurent le manoir, y infusant une chaleur domestique, des bibliothèques croulant sous les volumes reliés, un jardin potager où poussent herbes aromatiques pour les dîners improvisés. Pourtant, même ici, le silence persiste. Stéphane, publiquement out depuis 2008, lors d'une interview courageuse, choisit de compartimenter. Sa relation avec Lionel reste un sanctuaire, évoqué en termes généraux dans les médias, sans les détails qui humaniseraient l'icône. Des observateurs sociétaux analysent ce choix comme une résurgence de l'éducation lyonnaise. Protéger l'intime pour préserver l'essentiel. Les week-ends percherons deviennent des rituels de complicité, cueillette de champignons sous la rosée, veillée devant des documentaires sur les Romanov, mais aussi des confrontations avec les fantômes intérieurs. Une nuit d'orage, alors que la pluie martèle les carreaux, Stéphane confie à Lionel ses regrets. Des amours juvéniles sacrifiés sur l'autel de l'ambition, des coming-out avortés par peur du rejet familial. Cette ère percheronne marque un tournant dans sa carrière. Ses émissions comme Secrets d'Histoire, sur France 2, diffusées depuis 2007, atteignent des sommets d'audience, explorant les coulisses des cours européennes avec une verve contagieuse. Le public adore ce mélange de rigueur académique et d'anecdotes croustillantes, mais perçoit une distance. Bern parle des passions royales avec une empathie qui semble personnelle, sans jamais franchir la ligne. Des critiques littéraires décortiquent cette subtilité, voyant dans ses portraits de figures LGBTQ+ historiques, comme Oscar Wilde
ou le marquis de Sade, une projection voilée de ses propres luttes. À 50 ans, lors d'une réception au château de Thoiry, il croise des admirateurs qui, en aparté, lui glissent des encouragements. « On sait, et on vous aime pour ça. » Ces mots, bienveillants mais insistants, plantent les graines du doute. Le Perche, avec ses hivers longs et ses étés lumineux, devient un miroir. Il reflète non seulement la beauté restaurée du manoir, mais les silences accumulés. Lionel, pilier discret, l'encourage à la franchise, arguant que la vérité libère plus que la gloire. C'est dans ce cadre bucolique, entre deux tournages et une fondation qui sauve des joyaux patrimoniaux, que mûrit la décision fatidique. Ainsi s'achève cette phase, un interlude de paix relative qui précède la tempête de la confidence, invitant à plonger plus avant dans le cœur du silence brisé. Les mois précédant l'interview ont été un lent cheminement vers la lumière, un pèlerinage intérieur que Stéphane Bern décrit comme une démolition contrôlée de ses barrières. Au printemps 2025, alors que les cerisiers du Perche fleurissent en un nuage rose, il entame une série de promenades solitaires plus longues, longeant les rivières se gonfler par les pluies printanières. Ces marches, rythmées par le craquement des branches sous ses bottes, deviennent des confessions muettes. Il ressasse les occasions manquées, les interviews où il a esquivé les questions trop personnelles d'un sourire poli, les dîners en ville où les ragots glissaient comme des serpents. Lionel, sentant le tumulte intérieur de son compagnon, propose des soirées de lecture commune, des mémoires d'autres figures publiques, comme ceux de Michel Drucker ou de Pierre Bérégovoy, qui ont osé la vulnérabilité. Ces textes, lus à voix haute devant un feu de cheminée, éveillent en Stéphane une urgence nouvelle. À 61 ans, avec une carrière qui s'étend sur 4 décennies, il ne veut pas laisser son legs défini par des suppositions. La décision cristallise lors d'un voyage professionnel à Versailles, en mai dernier. Invité pour une soirée gala, au profit de la restauration du Petit Trianon, il se retrouve face à une fresque murale représentant les amours secrètes de Madame de Pompadour. Debout sous les lustres étincelants, entouré de mécènes en smoking et de robes de soirée virevoltantes, il sent une nausée familière monter, celle du décalage entre l'homme qu'il projette et celui qu'il est. Plus tard, dans la nuit tiède du parc, il appelle Lionel depuis un banc isolé. « Il est temps », lui dit-il simplement, la voix brisée par l'émotion contenue. De retour au Perche, commence une phase de préparation minutieuse. Il contacte un avocat pour évaluer les risques médiatiques, consulte un thérapeute spécialisé dans les traumas du coming-out tardif, non pas pour son orientation, déjà assumée, mais pour les couches superposées de silences familiaux et professionnels. Des notes manuscrites s'accumulent sur son bureau, des listes de vérités soupçonnées, comme les relations platoniques qu'il a entretenues pour apaiser les attentes sociétales, ou les nuits d'insomnie hantées par le spectre du rejet parental. Son père, décédé en 2012, hante ses réflexions. Stéphane se remémore une conversation avortée en 1995 où une allusion timide à sa vie privée avait été balayée d'un haussement d'épaules. Il n'a jamais su, et cela me ronge encore, avoue-t-il, les doigts tremblants sur une tasse de café refroidi. Parallèlement, sa vie professionnelle continue son cours imperturbable. En juin, il enregistre une saison supplémentaire de La Cour des comptes, son podcast Royal sur Europe 1, où il dissèque les finances occultes des Bourbons avec une ironie mordante. Les auditeurs, accros à ses anecdotes sur les dettes amoureuses de François Plinier, ignorent que derrière le micro,
Il répète mentalement les mots de sa future confession. Des collègues proches, comme Yves Calvi ou Laurent Delahousse, perçoivent un changement subtil, une fatigue dans le regard, une propension accrue à l'humour autodérisoire. Lors d'un déjeuner au Fouquet's, un ami producteur lui glisse « Stéphane, tu portes un poids invisible, lâche-le ». Ces encouragements, tissés dans le tissu quotidien, renforcent sa résolution. L'été venu, le Perche se pare de ses couleurs les plus vives. Champs de blé doré, ciels azurés striés de traînées d'avions. Stéphane et Lionel y passent des vacances studieuses, alternant baignade dans l'étang du domaine et discussions profondes sur l'après-confession. Lionel, avec sa patience de conservateur habitué aux restaurations délicates, l'aide à polir le discours. Pas de regrets larmoyants, mais une narration claire, mêlant faits et émotions. Des simulations d'interviews, filmées sur un téléphone, révèlent les faiblesses. Une voix qui chevrotte sur les passages les plus intimes. Un geste pour essuyer une larme imaginaire. Au fil des semaines, la décision s'affine, devenant une nécessité cathartique. Les analyses psychologiques postérieures, inspirées de cas similaires chez des personnalités comme Elton John, soulignent comment ce processus libère une énergie créative refoulée. À l'approche de l'automne, Stéphane fixe la date. Le 15 octobre, dans son salon Percheron, face à un journaliste de confiance. Les préparatifs s'intensifient. Un communiqué de presse rédigé avec soin, des appels à sa sœur pour un soutien familial et une lettre manuscrite à ses nièces expliquant que la vérité n'efface pas l'amour. Ainsi, le seuil du silence n'est pas franchi d'un bond impulsif, mais d'un pas mesuré, forgé dans l'ombre bienveillante du Perche, préparant le monde à une révélation qui ébranlera les certitudes. Le jour tant attendu arrive sous un ciel plombé, comme si le Perche lui-même retenait son souffle. Le 15 octobre 2025, à 14h précise, la porte du manoir s'ouvre sur l'intervieweur, un carnet en main et un magnétophone discret. Stéphane Bern, vêtu d'un pull en cachemire beige et d'un pantalon de tweed, l'accueille avec une poignée de main ferme, masquant le tremblement de ses genoux. Le salon, aux meubles Louis XIII patinés par le temps, exhale une odeur de cire d'abeille et de livres anciens. Une théière fumante trône sur la table basse, flanquée de biscuits sablés faits maison par Lionel, qui s'éclipse discrètement vers la cuisine. La conversation s'engage sur des terrains familiers. Les derniers scandales royaux britanniques, la menace sur le patrimoine français. Puis, après une gorgée de Darjeeling, Stéphane pose sa tasse, ajuste ses lunettes et plonge. Depuis des années, on m'a prêté des vies parallèles, des amours fantômes, une solitude choisie qui n'en était pas une. Commence-t-il d'une voix égale, les yeux rivés sur une tapisserie représentant un roi chasseur. La vérité qu'il avoue n'est pas un secret sulfureux, mais une vulnérabilité profonde. Pendant plus de 2 décennies, il a maintenu une façade hétéronormative dans certains cercles professionnels, feignant des flirts anodins pour apaiser les attentes implicites d'un milieu encore conservateur. J'ai dansé la valse des apparences à des galas où l'on tolérait tout sauf la franchise totale, poursuit-il, décrivant des soirées à l'opéra où il escortait des amis pour esquiver les questions. Ses confessions, délivrées sans amertume, dépeignent un homme piégé par son propre succès. La peur de voir son image de gentleman royaliste ternie par des ragots, la crainte que sa fondation patrimoniale perde des donateurs traditionalistes. Il évoque des nuits post-émission, seul dans sa loge, à relire des lettres d'admiratrices
pour se convaincre de sa normalité perçue. Le récit s'épaissit lorsqu'il aborde les racines familiales. Son père, cet ingénieur lyonnais au cœur de pierre, n'a jamais su l'étendue de sa vérité. Une confidence partielle en 2005 sur son orientation a été accueillie par un silence assourdissant, suivi d'un « c'est ton affaire » qui sonnait comme un mur. « J'ai porté ce non-dit comme une couronne d'épines », confie Stéphane, une larme perlant au coin de l'œil, qu'il essuie d'un geste machinal. Lionel réapparaît alors, posant une main fraternelle sur son épaule, et ajoute d'une voix douce « Il a attendu ce moment pour honorer non seulement lui-même, mais tous ceux qui se taisent encore. » Cette intervention, brève mais poignante, humanise la scène, transformant l'interview en un duo de résilience. Stéphane enchaîne sur ses relations passées. Un amour de jeunesse à Lyon, brisé par la honte mutuelle, une idylle parisienne des années 1990, rompue par la pression médiatique naissante. Chaque épisode est narré avec une précision chirurgicale, alternant descriptions vivantes. Le goût salé des baisers volés dans un café du quartier latin et analyse introspective. Comment ces silences ont nourri sa passion pour les histoires royales, où les amours cachés deviennent légendes. La confidence dure 2 heures, entrecoupée de pauses, où il se lève pour raviver le feu ou contempler le jardin automnal. Ses feuilles rousses comme des pages tournées. Il n'omet rien. Les thérapies entreprises en secret après 2010, les soutiens discrets de collègues comme Patrick Poivre d'Arvor, qui lui avait glissé un jour « La vérité est ton plus beau château ». Des extraits audio, diffusés ultérieurement, capturant l'émotion brute. Une voix qui s'emballe sur les joies de sa vie avec Lionel, les voyages en Toscane, les dîners aux chandelles devant des opéras wagnériens, et qui se voile sur les regrets, comme celui de ne pas avoir écrit un livre plus tôt sur ses luttes intimes. Les observateurs médiatiques, rétrospectivement, saluent cette maîtrise narrative. Un équilibre parfait entre vulnérabilité et dignité, évitant le piège du sensationnalisme. À la fin, Stéphane se lève, serre la main de son interlocuteur et murmure « C'est fini, le poids s'envole ». Dehors, la pluie cesse, laissant place à un arc-en-ciel timide sur les collines. Cette confidence n'est pas qu'un déballage, c'est une catharsis collective, un pont jeté vers ceux qui, comme lui, ont navigué entre soupçons et silence. Elle marque le début d'une ère nouvelle, où l'icône redevient homme, plus accessible et plus fort. À peine l'interview diffusée sur un média indépendant, le 20 octobre, que les échos se propagent comme une traînée de poudre numérique. Les réseaux sociaux s'enflamment. Hashtags comme #BernVérité et Silence brise culminent à des millions de vues en 24 heures, avec des témoignages spontanés de fans de tous âges. Une quinquagénaire de Marseille écrit « Votre courage me donne la force d'en parler à mes enfants ». Sur X, anciennement Twitter, des influenceurs LGBTQ+, saluent l'authenticité, comparant cette révélation à celle de figures comme Ricky Martin. Les médias traditionnels suivent. Le Monde titre « Bern, le roi déchu de ses propres silences », tandis que Paris Match consacre un dossier photo, avec des clichés inédits du couple au perche. L'analyse des experts en communication révèle un phénomène rare, une confession qui transcende les clivages, unifiant progressistes et conservateurs autour d'une valeur universelle, la résilience. Côté professionnel, les réactions sont unanimes en leur soutien. France Télévisions, son employeur historique, publie un communiqué louant
l'intégrité d'un journaliste exemplaire. Des pères comme Léa Salamé, lors d'une émission commune sur France Inter 6, évoquent un acte de noblesse qui élève le débat public. Même les cercles royalistes, souvent frileux, apportent leur caution. Un descendant de la maison d'Orléans tweet une citation de Saint-Simon sur les amours cachés. En clin d'œil complice, Lionel, propulsé sous les feux malgré lui, accorde une rare interview à Télérama, décrivant leur quotidien comme un château sans douve, ouvert au vent. Ces échos positifs ne masquent pas les remous mineurs. Un tabloïd People insinue une mise en scène, vite démentie par des fuites d'enregistrements bruts. Stéphane, alerte à ces murmures, répond lors d'une apparition sur C'est à vous. Les soupçons étaient Montjolier. La vérité est ma clé. Son ton, serein et analytique, désamorce les critiques, transformant potentiels scandales en dialogue constructif. Sur le plan personnel, le raz-de-marée est plus intime. Sa sœur, contactée par téléphone la veille de la diffusion, fond en larmes de soulagement. Papa aurait été fier de cette franchise. Des nièces, élevées dans l'admiration de leur oncle, organisent une visite surprise au Perche, apportant des gâteaux lyonnais et des histoires familiales revisitées. Le village local, où Stéphane est une figure paternelle pour les associations patrimoniales, réagit avec une fête improvisée. Un apéritif au bistrot du coin, où l'on trinque à notre compte du Perche. Des psychologues spécialisés notent comment ces retours bienveillants consolident la guérison, contrastant avec les coming-out plus hostiles des années passées. Internationalement, la nouvelle traverse l'Atlantique. The Guardian publie un portrait comparatif avec des icônes britanniques comme Stephen Fry, soulignant les similarités dans la lutte contre les normes victoriennes persistantes. Au Japon, où ces émissions sont syndiquées, un fan club envoie une lettre manuscrite, traduite en français, exprimant une gratitude pour avoir rendu l'histoire humaine. Pourtant, au milieu de cette marée haute, Stéphane savoure des moments de repli. Avec Lionel, il s'offre une escapade en Bretagne, marchant sur les falaises de Ploumanac, où le vent salin emporte les derniers vestiges de doute. Des projets naissent que de ces échos. Un livre-mémoire, annoncé pour 2026, intitulé « Châteaux intérieurs », mêlant histoire royale et introspection personnelle. Une série documentaire sur les silences historiques des figures LGBTQ+. Les sociologues analysent ce phénomène comme un catalyseur sociétal. En 2025, une France post-Chacht MeToo plus ouverte, où les confessions d'icônes accélèrent l'acceptation. Des sondages rapides, lancés par des instituts comme l'IFOP, montrent une hausse de 15% dans les intentions de coming out chez les 40-60 ans, attribuées directement à l'effet Berne. Ainsi, les échos ne se contentent pas de raisonner. Ils transforment, élargissant le cercle de la vérité au-delà du Perche en ondes qui touchent des vies anonymes et illustres.